Un standard de jazz est une forme musicale particulièrement répétitive, d'abord car tous sont construits comme n'importe quelle chanson, couplets, refrains, éventuel pont, mais aussi car ils sont particulièrement courts, rarement plus de deux couplets et deux refrains, voire seulement deux couplets, et ensuite parce que dans les conventions de son exécution, cette forme courte est répétée un nombre indéterminé de fois par les musiciens. Jouer un standard de jazz, c'est répéter sa grille d'accords autant de fois qu'on le souhaite, en suivant la règle suivante: exposition du thème, puis chorus, par convention d'abord les instruments mélodiques, puis ceux de la section rythmique, à savoir piano, basse, batterie, de certains musiciens sur une ou deux grilles, parfois plus, puis réexposition du thème. La répétition se trouve donc à un triple niveau, à l'intérieur de la mélodie, par les réitérations multiples de la grille, et enfin par le thème lui-même qui est joué intégralement au moins à deux reprises. Mais la particularité du jazz, c'est la place maîtresse qu'il décerne à l'improvisation, de la part des solistes, mais aussi des accompagnateurs qui disposent d'une trame plus que d'une partition à proprement parler. Or, comment répéter ce qui est justement censé naître sur scène pour la première et dernière fois, ce que Jankélévitch appelle l'instant primultime? Que signifie en ce sens répéter, au sens de rehearsal anglais, avant un ou plusieurs concerts pour des musiciens de jazz? Ou pour des apprentis jazzmen, que signifie apprendre à improviser? En quoi consiste l'entraînement, répété donc, qui leur permettrait d'y arriver, et qu'est-ce qui le motive? En bref, nous nous demanderons quel sens il y a à répéter l'improvisation d'un thème de jazz. Pour cela, nous verrons d'abord ce que signifie reprendre un thème de jazz et ce que cela implique, avant de nous demander comment l'on prépare correctement, par la répétition, l'improvisation qui, tout en se devant d'être spontanée, ne s'improvise pas. Donc, reprendre un standard de jazz, répéter pour connaître le standard. S'il y a un point commun entre la partition classique et la grille d'un standard de jazz, c'est la nécessité de les connaître, de les maîtriser. Seulement, il s'agit pour la grille de connaître un schéma plus qu'un enchaînement précis de notes et de rythmes. Le par cœur y est aussi, paradoxalement, beaucoup plus important. En effet, personne ne reprocherait à un concertiste d'avoir sa partition devant les yeux, alors que les jazzmen professionnels sont censés connaître un certain nombre de standards par cœur et pouvoir les jouer dans n'importe quelle tonalité. Ainsi, plus grande est l'incorporation du morceau, plus grand sera l'écart que le musicien pourra entretenir avec lui. Ce n'est donc pas en premier lieu l'improvisation que l'on répète, mais ce qui l'entoure, la grille et le thème. Ensuite, au-delà du thème en lui-même, il faut aussi, dans le cas d'un concert, répéter les arrangements prévus avec le groupe. Qui dit absence de partition, mais musique collective, dit nécessité de se concerter pour diverses mises en place rythmiques, structurelles, harmoniques ou mélodiques. Cependant, comme le précise Clément Brech dans sa thèse L'éclat du jazz, une saisie par le kairos de la pratique jazzistique, une thèse de philosophie, c'est d'ailleurs parfois lors de séances de répétition, c'est-à-dire de pratiques effectives, que certains arrangements naissent. L'alimentation mutuelle n'est jamais exclue. Fin de citation. La répétition en jazz est donc d'abord redite, mais aussi pratique qui permet de trouver en faisant ce qui n'avait pas été conceptualisé auparavant et qui sera conservé tel quel lors du concert. Des improvisations nées lors de répétitions peuvent ainsi se solidifier dans les arrangements. Version versus interprétation d'un standard. Quel original reprend-on en jazz? On parle de reprise d'après un original, mais que serait l'original en jazz? Puisqu'il n'y a pas vraiment de partition, il paraît difficile de parler d'interprétation d'une œuvre dont il faudrait respecter la lettre. D'ailleurs, la plupart du temps, les compositeurs des standards ne sont pas connus, même des musiciens. On parlera plus volontiers de versions d'un standard qui, elles, peuvent rester iconiques et devenir des références dans l'histoire du jazz. Ce qui fait dire à Clément Brech que le jazz amène probablement plus spontanément à écouter des individus créés, tandis que la tradition dite savante, qui est une certaine tradition, amènerait quant à elle plutôt à écouter des œuvres interprétées. Bien sûr, l'interprète exécute un dessin lui étant transcendant autant qu'il crée en impliquant son fort intérieur, de sorte qu'il refait très certainement l'acte primordial comme s'il était le premier à le faire, mais le jazzman, en tant qu'il est improvisateur, est constamment amené à faire et non refaire l'acte primordial, quand bien même celui-ci s'appuie, dans l'immense majorité des cas, sur un matériau préexistant. Ainsi, cette matière première qu'est la grille permet, par son schématisme, de partir de l'élan qui fait cet acte primordial pour créer du nouveau, et non simplement retrouver l'élan qu'un autre a pu éprouver afin d'interpréter une mélodie déjà existante. Même lors de l'exposition du thème, avant les solos, l'éloignement de la mélodie et du rythme écrit est non seulement autorisé, mais carrément recommandé, voire exigé, et ce en permanence. En musique classique, le rubato, par exemple, autorise le même genre de liberté dans la gestion de l'espace entre les notes, mais pas à n'importe quel moment. Les répétitions dans les solos. Si l'improvisation doit être neuve et inventive, elle n'exclut pas la répétition en son sein. Ainsi, comme l'écrit Bernard Jacquin, on évoquera ensuite les bienfaits de la redite, qui donne les coups des franges à l'improvisateur, qui tout à la fois balise son parcours, structure son discours, lui octroie une très grande liberté et prévient les dérapages incontrôlés, l'anarchie, le solipsisme. En effet, répéter des motifs trouvés dans l'instant peut avoir des vertus structurantes, permet de réfléchir à la suite pour éviter de n'enchaîner que des poncifs, et crée une complicité avec l'auditoire, d'où l'évitement du solipsisme.
L'interprétation de In Walked Bud par Anne Silla le 23 novembre 2013 avec le Magnetic Orchestra en est un bon exemple. Dès le début de son solo à 30 secondes de la vidéo, elle enchaîne un motif répété 3 fois, puis un autre 3 fois également, mais en l'amenant ailleurs la 3e fois pour terminer la phrase. Puis elle rappelle le thème en n'en donnant qu'une variation, autre forme de répétition. Elle invente ensuite un autre motif qu'elle répète à nouveau 3 fois. Ainsi, non seulement chaque motif, par ses répétitions, s'intègre dans la mémoire des auditeurs, mais encore, cette habitude de répéter 3 fois chaque motif structure elle-même le discours musical. Suite un flot rapide et virtuose de croches selon une organisation plus libre, non sans insertion d'un motif à nouveau répété 3 fois. Elle répète ensuite 8 fois les 2 mêmes notes, puis le même intervalle, un demi-ton, transposé un ton plus haut, ce qui crée une tension particulière. Elle joue avec la gamme du morceau, notamment avec une marche harmonique répétée 4 fois, et enfin termine par le rappel du thème, pour indiquer qu'elle a terminé son improvisation à 1 minute 30. Le public, loin d'être ennuyé par ces répétitions, aime s'y retrouver. Comme le dit Géraldine Mosna-Savoie en interviewant Carole Beffa dans une émission pour France Culture, la musique a le pouvoir de jouer sur l'émotion, sur la mémoire, mais aussi ce qu'on pourrait appeler cette passion de la répétition. Carole Beffa lui répond « Oui, en jazz c'est évidemment crucial. D'une certaine façon, toute musique n'est que le fait de décliner sous différentes modalités un même modèle. La répétition à l'identique ennuie, donne quelque chose d'un peu creux. Mais si vous n'avez qu'une poussière d'éléments disparates avec aucun principe de répétition, ou presque, vous allez avoir du mal à appréhender l'œuvre comme œuvre, à considérer son unité. La multiplicité que vous allez avoir, étant strictement multiplicité, c'est une impression de chaos qui va guetter, ce qui n'est guère mieux. » Fin de citation. Pourquoi toute musique n'est que le fait de décliner sous différentes modalités un même modèle ? Car la musique occidentale, en tout cas, ne dispose jamais que de 12 notes, qu'il s'agit d'organiser dans telle ou telle tonalité, hors musique atonale, tonalité dont le nombre est également limité. Si la musique atonale est si difficile d'accès, c'est précisément parce qu'elle n'habitue à la répétition d'aucun contexte harmonique. Alors, si Anne Silla se répète dans son solo, y a-t-il pour autant rabâchage ? Citation de Clément Brech, Jean Kelevitch nous a déjà éclairés à ce sujet, le discours musical est en vérité insensible à la répétition. Répéter, redire en musique, ce n'est en effet jamais produire une redite stérile. La nouvelle occurrence est, de fait, avant tout nouvelle, et amène ainsi toujours quelque chose que la première n'avait pas. C'est particulièrement vrai lorsque le contexte harmonique change derrière la répétition mélodique. Les répétitions d'Anne Silla ne sont jamais les mêmes, puisque répétant les mêmes notes sur des accords différents, ces notes n'ont pas le même sens à chaque répétition, n'ont pas la même place dans l'harmonie. Aussi, puisque le contexte est toujours différent, harmonique mais aussi temporel, jours différents, publics différents, etc., réussir une improvisation ne donne aucune science secrète que l'on pourrait conceptuellement appliquer aux improvisations ultérieures. Citation. Tout savoir potentiel acquis après une prise au kairos singulière devient alors ipso facto obsolète. La prochaine occasion sera tout autre. En somme, le kairos, en fait, ne s'apprend pas, écrit ainsi Clément Brech. La répétition de l'écoute grâce aux enregistrements. Citation de Jean-François de Raymond, son caractère d'unicité, la difficulté de saisir l'improvisation ou de retrouver son mouvement à travers ce qui en a été conservé et donc fixé, l'a fait échapper aux cadres et aux méthodes, comme si on ne pouvait saisir ce qui, toujours autre, ne se répète pas. En effet, une improvisation ne se réduira jamais à son enregistrement. Toutefois, si elle est toujours autre, ce n'est pas seulement en cela, mais aussi en ce que les écoutes multiples elles-mêmes la font devenir chaque fois autre. C'est ainsi que Didier Pourquerie écrit, à propos du solo d'Eddie Gomez dans le You Must Believe in Spring de 1977 de Bill Evans, la ligne suivante. Je l'ai écouté des centaines de fois, ce solo. Dans le jazz, on peut ainsi découvrir et redécouvrir sans fin les finesses d'une improvisation. Même si je la connais par cœur, elle raconte une nouvelle histoire à chaque écoute. Dépendant du contexte, du moment, de l'état mental dans lequel je suis, j'y trouve des contre-pieds, des surprises, des mélodies enchevêtrées, des références et des citations. Fin de citation. Il y a en effet des œuvres qu'on fréquente plusieurs fois en y trouvant du neuf à chaque fois, comme le raconte ici Didier Pourquerie, et à l'inverse des artistes dont on a l'impression de voir ou d'entendre l'exacte même œuvre dans des œuvres pourtant différentes. Quelle est la différence entre ces deux sortes de répétitions ? Il y a objectivement plus de ressassement dans la première que dans la seconde où l'on parle de plusieurs œuvres, et pourtant le sentiment de nouveauté y est plus grand. Cela montre bien qu'on ne peut mesurer la mauvaise répétition à la répétition objective de rythmes et de notes dans un solo, et la bonne improvisation à leur variété, car l'on peut être systématiquement varié et diversement répétitif. C'est la systématicité qui fait la monotonie, et c'est ce qui a motivé la répétition qui est déterminant. L'improvisation en jazz demande d'être systématiquement asystématique. C'est donc afin de ne pas se répéter entre les versions des morceaux et à l'intérieur même des improvisations que l'on répète en amont. C'est un entraînement à ne pas se répéter, non pas à dire un texte, mais à faire quelque chose de particulier. L'idée est de s'approprier une grille d'accords pour mieux créer spontanément. Comme l'écrit Mathias Rousselot, dans Études sur l'improvisation musicale, le témoin de l'instant,
Jean-François de Raymond, c'était l'improvisation, contribution à la philosophie de l'action. L'improvisateur agit d'autant mieux qu'il répète, de l'expérience vient sa promptitude et sa justesse. Ce qu'on répète lors d'une répétition de jazz, c'est donc à la fois la grille et ou les arrangements, et l'exercice de l'improvisation lui-même pour acquérir un savoir-faire. Citation de Clément Brèche, et c'est ici que l'on retrouve ce qui a déjà été développé précédemment et qui nous a permis de qualifier l'expérience jazzistique en tant qu'elle serait la clé d'une kairosophie. La répétition dont il est question ici est en effet une situation concrète permettant au jazzman de s'exercer à la quête du kairos, de s'adonner à la recherche poético-kairique. Cela en vue notamment de fortifier ses compétences et sa capacité à naviguer ainsi à vue lors de la prochaine occasion. Ce savoir-faire, ce serait donc celui de saisir le kairos pour en faire quelque chose de toujours original, ce qui n'est pas contradictoire avec la présence de répétition dans les solos. Comment sait-on qu'on prépare bien cette improvisation qui, tout en se devant d'être spontanée, ne s'improvise pas ? Le rôle de la mémoire. La répétition permet l'habitude qui va fixer des automatismes techniques nécessaires dans la mémoire. Celle-ci est exploitée de façon particulièrement fructueuse dans l'improvisation, puisqu'elle fonctionne en tant que capacité par surgissement opportun des souvenirs selon le contexte, et non comme un stock présent en permanence dans lequel on choisirait volontairement de prélever telle chose plutôt que telle autre. Et pourtant, la mémoire est mobilisée tout entière dans chaque décision que nous prenons. C'est en ce sens que Raphaël Enthoven dit de la mémoire humaine, par opposition à celle de l'intelligence artificielle, qu'elle est une conservation sans conservatoire. L'improvisation favorise donc la créativité en faisant surgir des éléments qui se recomposeront de façon inédite à cause de la situation d'urgence temporelle. Dans l'improvisation comme processus d'individuation, Christian Béthune défend même l'idée que c'est essentiellement dans la répétition, voire le ressassement, que l'improvisateur individue sa différence et fait valoir de l'improvisateur quelque chose comme son style. Il s'oppose en cela à Nietzsche, qui n'admettait pas, aux paragraphes 145 et 155 de Humain trop humain, que la mobilisation de la mémoire reproductrice, qui est en effet le cadre de l'improvisation, constitue en soi un acte d'individuation aussi radical et aussi inventif que la composition. Pourtant, c'est bien à ces récurrences stylistiques qu'on reconnaît la personnalité d'un jazzman, aussi bien qu'à la récurrence de ses citations favorites d'autres musiciens. Citation : « La récitation est une évidence en improvisation si l'on considère que son perfectionnement tient de la répétition. Et à force de répéter une musique, on finit par l'écrire et la graver en soi, elle devient une habitude, on la répète automatiquement. Et c'est ici où notre terme recomposition trouve son fondement et son efficacité. L'improvisation est toujours à un degré variable, un va-et-vient entre la récitation ou la recombinaison d'éléments convenus et préétablis, recomposition, et le dépassement de ses habitudes. » Ça, c'était Clément Brèche. C'est pourquoi le batteur Aldo Romano dit que l'improvisation, en réalité, ça n'existe pas, car il y a des lois dans l'improvisation, elle part toujours de code. Il n'y a qu'un fou, un aliéné qui ne répéterait pas jour après jour quelque chose qu'il a fait avant. À partir du moment où on fait quelque chose, ça s'imprime et on a tendance à le reproduire. Fin de citation. Son avant-dernière phrase peut paraître étonnante dans la mesure où l'on a tendance à associer la folie à une maladie de la répétition. Comme en témoigne la fameuse phrase attribuée à Albert Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Mais si l'aliéné ne répéterait pas chaque jour quelque chose qu'il a fait avant, c'est qu'il est trop désorganisé, que son esprit est trop confus et que la mémoire lui fait trop défaut pour lui permettre de développer de bons réflexes. On pourrait dire qu'il est hors sujet en permanence, ses comportements ne sont jamais adaptés, alors que l'improvisation en jazz traditionnel ne peut se passer d'une adaptation et non d'une conformité pure à la grille. On pourrait dire également que la pratique de la citation en jazz ne devient récitation que lorsqu'elle échoue. C'est notamment en ce sens, écrit Clément Brèche, que Christian Béthune voit dans l'improvisation du jazz un jeu mimétique fondé sur la mémoire. Bien qu'expression singulière, elle est en ce sens non pas repli sur soi, mais dépassement dans l'altérité, appel et hommage à un fond qui se veut partagé et constamment ravivé. La répétition est donc inévitable et même condition nécessaire au progrès en improvisation. Il faut néanmoins que les habitudes qu'elle engendre soient dépassées, et se pose alors la question de la manière d'y arriver. Il ne faudrait pas chercher à être inédit. Dans la même émission citée précédemment avec Géraldine Mosna-Savoie, Carole Beffa dit ceci : « Je pense qu'un défenseur de la nouveauté à tout prix aurait probablement tort s'il se levait un matin et qu'il se disait « Que faut-il que je fasse pour être à tout prix original ?» Ce serait à mon avis la meilleure façon de ne pas l'être. Ce serait même la meilleure façon de faire quelque chose qui serait probablement de l'ordre du psittacisme, de la répétition identique, un peu comme un perroquet. Nous verrions 4 raisons à cela. La première se trouverait dans le narcissisme d'un tel comportement. Lorsqu'on cherche à être original, on se regarde faire. Or, Jankélévitch l'a montré, cet excès de conscience empêche l'action. Ainsi, Ibrahim Malouf écrit dans sa Petite philosophie de l'improvisation, chapitre 4, « Il est très compliqué de se positionner comme spectateur de ses propres réflexions, émotions, gestes, de ne pas se sentir obligé de maîtriser tout. Lâcher prise, ce n'est pas retenir, mais accepter ce qui est. C'est laisser l'énergie nous traverser au lieu de chercher à tout prix à résister, à façonner, à créer.
Forcer la création ne sera que la répétition de ce qui a déjà été fait. Deuxièmement, il est fort probable que deux musiciens vivant à la même époque qui se demandent comment être original tombent sur la même réponse. Par exemple, aujourd'hui en philosophie, il semble que de nombreuses thèses soient écrites sur Deleuze. Leurs auteurs ont sans doute eu la même idée, à savoir que ce serait original. A l'inverse, Descartes, auteur des plus classiques, ne fait que peu l'objet de thèses de nos jours, sans doute car la plupart se disent que ce ne serait pas original, alors que pour cette raison même, donc, ça le serait. Troisièmement, et ce point est proche du deuxième, l'originalité, par définition, ne peut se trouver qu'en ne sachant pas ce qu'on cherche. Si l'idée de ce qui serait original précède la réalisation de cette originalité, on voit mal où serait l'originalité, précisément. Ainsi, Jean-François de Rémond écrit dans l'improvisation, contribution à la philosophie de l'action, « La pratique de l'improvisateur fonde son enseignement, c'est parce qu'il pratique qu'il peut enseigner à pratiquer, comme son ipséité justifie sa maîtrise, c'est parce qu'il est inimitable qu'il peut enseigner à imiter, ce qui reconduit chacun à devenir inimitable sans l'avoir cherché, en improvisant. » Fin de citation. S'il est un bon enseignant, ses élèves improviseront vraiment, c'est-à-dire deviendront eux-mêmes inimitables. Et c'est en cela qu'ils auront imité leur maître. Lorsque Marcel Dupré écrit dans son traité d'improvisation à l'orgue que l'improvisateur ne peut être véritablement original que s'il l'est inconsciemment, il montre en quoi les deux raisons que l'on vient d'évoquer sont liées. Sinon, il ne serait qu'un cabotin qui s'écoute parler et se regarde faire, écrit Jean-François de Rémond. Toute une part de l'improvisation échappe donc à l'apprentissage, car on n'apprend qu'à répéter. Fin de citation. Enfin, ce serait faire fausse route en oubliant que nous sommes condamnés à nous répéter, à la fois en raison de la mémoire et de la limitation de l'alphabet musical dont on dispose. Il ne faudrait donc pas, pour être original, chercher à se débarrasser par principe de la répétition. Carole Beffa insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un constat pessimiste. Il donne Mozart en exemple, soulignant le fait qu'il travaillait avec le vocabulaire stylistique de son époque et qu'il n'était pourtant pas Clementi, autre compositeur de son temps moins important. Pourquoi ? Parce qu'il a, comme dit Carole Beffa, telle tournure un peu particulière, assez géniale, telle façon d'assembler les éléments de ce vocabulaire stylistique qui fait que c'était génial parce que c'était Mozart. Il s'agit d'obtenir quelque chose de neuf à partir d'un vocabulaire commun par un je ne sais quoi qui serait une certaine tournure un peu singulière, qui s'éloigne de l'ordinaire ou de ce que vos contemporains vont faire à partir du même matériau stylistique. Fin de citation. Mozart n'a donc pas eu besoin de se débarrasser du vocabulaire de son époque, de ne pas le répéter, pour être original. Carole Beffa toujours. On me demande quand j'improvise dans quelle mesure je n'ai pas répété quelque chose qui était déjà préexistant. Je crois que ce n'est pas tout à fait prendre le problème du bon côté. Il fait alors une distinction entre deux écoles d'improvisation. Celle de la tabula rasa, qui consiste à se déprendre de ce qu'on a mémorisé pour faire du radicalement neuf, se couper de toute tradition, et celle qui considère que ce n'est pas une mauvaise chose de se fonder sur le pastiche comme propédeutique. Vous allez acquérir votre propre aptitude à improviser, peu importe que votre mémoire digitale et mentale fonctionne. C'est au fur et à mesure que vous allez vous forger votre propre identité stylistique. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Fin de citation. Ce serait même grâce au fonctionnement de la mémoire digitale et mentale que l'on pourrait développer sa propre aptitude à improviser. Il faudrait toujours commencer par là. C'est à partir de ces pastiches ou de ces répétitions de formules toutes faites que l'on pourrait tirer une nouveauté réellement originale. Le trompettiste Ibrahim Malouf parle ainsi de son expérience. J'essaie de déconstruire mes habitudes, mes réflexes, ma culture. En cela, c'est un exercice beaucoup plus complexe et exigeant qu'il n'y paraît. Pour improviser, il ne suffit pas simplement de prendre son instrument et de jouer tout ce qui nous passe par la tête. En faisant cela, le risque est de rejouer de nombreuses choses que nous avons déjà emmagasinées. Fin de citation. C'est pour cela que certains jazzmen conseillent même de jouer parfois, sinon toujours, autre chose que ce qui vient naturellement, pour éviter de se répéter. Ce serait une erreur de croire que parce que des enchaînements nous viennent spontanément sans préparation, ils seraient inédits. C'est la distinction que l'on peut faire entre l'improvisation jazz et l'association libre de la psychanalyse. Celle-ci est différente de l'improvisation en ce qu'elle va surtout révéler les schémas mentaux, les circuits systématiques de la mémoire et du psychisme. En revanche, par les remarques et questions de l'analyste peuvent surgir, parfois, des enchaînements nouveaux qui feront naître de nouvelles perspectives, de l'ordre, cette fois, de l'improvisation. On pourrait peut-être dire que le rôle d'une analyse est de faire émerger l'improvisation à l'intérieur de la répétition mortifère car cloisonnante, limitante. Pour cela, il faut d'abord se rendre compte des répétitions dans lesquelles nous sommes enfermés. Tout comme il faut d'abord, en jazz, savoir que ce que l'on joue est un cliché quand c'en est un, et l'accepter pour faire autre chose. C'est en ce sens que Jean-François de Rémond écrit que l'improvisation suppose enfin la liberté de commencer et pas seulement de continuer l'univoque et cyclique répétition du même. Sans liberté, l'improvisation se dégrade en rumination d'un passé qui ne veut pas passer, danger de l'association libre en psychanalyse. Sans improvisation, la liberté se limite à la décision rationnelle. Fin de citation.
En somme, plutôt que d'être pétri d'intention, être original, ne surtout pas se répéter, faire beaucoup de notes, des rythmes complexes, il faudrait céder le pas à l'intuition, qui ne pourra être opérante qu'après avoir travaillé ses réflexes. La recherche de la bonne improvisation ? On peut se demander à quel moment le musicien de jazz sait qu'il a fait une bonne improvisation. C'est ce qu'un journaliste a demandé à Ibrahim Malouf. Jérôme Collin. Et quand est-ce que vous sentez qu'en fait vous avez trouvé ? Jamais. Même encore maintenant, je cherche comme un fou. Heureusement que je ne trouve pas parce que je pense que si un jour j'ai le sentiment d'avoir trouvé quelque chose, j'arrêterai. Ainsi, l'activité d'improvisation elle-même se répète parce qu'elle est en quelque sorte toujours frustrée, insatisfaite. C'est de cette recherche toujours insatisfaite dont parle Bergson dans sa conférence faite au Congrès de philosophie de Bologne du 10 avril 1911, l'intuition philosophique. On se pointe à quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Il ne pouvait formuler ce qu'il avait dans l'esprit sans se sentir obligé de corriger sa formule, puis de corriger sa correction. Ainsi, de théorie en théorie, se rectifiant alors qu'il croyait se compléter, il n'a fait autre chose, par une complication qui appelait la complication et par des développements juxtaposés à des développements, que rendre avec une approximation croissante la simplicité de son intuition originelle. Toute la complexité de sa doctrine, qui irait à l'infini, n'est donc que l'incommensurabilité entre son intuition simple et les moyens dont il disposait pour l'exprimer. Fin de citation. Ce ne sont que des rectifications et corrections, des commentaires en somme, qui se prennent pour des compléments nouveaux, dit-il. Ils se répètent toujours, mais c'est dans la répétition qu'ils se renouvellent, et pas autrement. C'est là qu'on reconnaît le style. Autre citation. Un philosophe digne de ce nom n'a jamais dit qu'une seule chose. Encore a-t-il plutôt cherché à la dire qu'il ne l'a dite véritablement. Et il n'a dit qu'une seule chose parce qu'il n'a su qu'un seul point. Encore fût-ce moins une vision qu'un contact. Ce contact a fourni une impulsion, cette impulsion un mouvement, et si ce mouvement, qui est comme un certain tourbillonnement d'une certaine forme particulière, ne se rend visible à nos yeux que par ce qu'il a ramassé sur sa route, il n'en est pas moins vrai que d'autres poussières auraient aussi bien pu être soulevées et que c'eût été encore le même tourbillon. Ainsi, une pensée qui apporte quelque chose de nouveau dans le monde est bien obligée de se manifester à travers les idées toutes faites qu'elle rencontre devant elle et qu'elle entraîne dans son mouvement. Fin de citation. Si la poussière change, le tourbillon demeure. Ne serait-ce pas le style, ce qui demeure malgré le fait de ne pas se répéter d'un standard à l'autre dans le rythme et la mélodie, la poussière ? Le musicien de jazz, lui, ne transmet pas d'idées philosophiques. Quelle est cette unique chose, alors, qu'il dit, pour être un jazzman digne de ce nom ? Les musiciens de jazz, par l'improvisation, se cherchent avant tout une personnalité musicale. Ils fuient donc la répétition qui empêcherait cette singularité de s'exprimer. Mais comme le dit Anne Sauvagnargues, professeure de philosophie à l'université Paris-Ouest-Nanterre La Défense, au micro de Géraldine Mosna-Savoie, se répéter, c'est aussi prendre identité, ce dont l'aliéné dont nous parlions tout à l'heure, ou le dément, est incapable. Les jazzmen répètent cette activité d'improvisation car ils ne sont jamais complètement satisfaits, et en même temps car ils recherchent une sensation déjà éprouvée qui se répète. Ils cherchent la répétition de cette sensation, souvent nommée grâce, qui n'est pourtant jamais chaque fois exactement la même. Et c'est ce mouvement continu de recherche, de création continue d'imprévisibles nouveautés, comme dit Bergson dans La pensée et le mouvant, qui n'aura jamais fini d'avoir lieu, à partir pourtant des mêmes grilles standardisées et rudimentaires. Comme l'écrit Jean-François de Raymond, l'improvisateur est bien l'homme de l'initiative, comme le chercheur celui de l'invention. Initiative et invention ne répètent pas, mais commencent à partir d'un socle qui les permet. Un passage par l'étymologie du verbe répéter peut ici s'avérer instructif. Répéter, c'est refaire, mais aussi aller chercher en arrière, s'efforcer de trouver, faire revenir, ramener, atteindre de nouveau, étant dérivé de péto qui signifie atteindre avec le préfixe ré. C'est donc renouveler, refaire le même, mais pour lui donner une fraîcheur nouvelle, et un même qu'on juge digne de retrouver. Ainsi, comme l'écrit Clément Brèche dans sa thèse, page 302, la répétition s'avère nécessaire car il y a encore quelque chose à résoudre, car il y a encore quelque chose à développer malgré ce qui a été précédemment dit, car il y a peut-être même quelque chose de mieux à dire, mais toujours provisoirement. Fin de citation. C'est la quête même du kairos qui est motrice de la répétition de l'activité de l'improvisateur. Et que permettrait ce kairos, cette occasion ? Que cherche-t-on à travers lui ? Ibrahim Malouf répond au chapitre 4 de son livre « Apprendre à être libre et être libre d'apprendre » quelque chose qui nous touche. Sortir sa bêche et creuser, creuser, creuser jusqu'à trouver une terre meuble, le lieu adéquat pour nous, ce qui sonne juste. Généralement, improvisation et répétition sont deux valeurs tantôt dénigrées, tantôt valorisées, toujours l'une contre l'autre. Soit la répétition est monotonie tandis que l'improvisation est le parangon de la créativité spontanée et du génie, soit la répétition est le travail qui permet d'ancrer des compétences tandis que l'improvisation est l'absence de rigueur. Or, en jazz, on a vu que l'improvisation naissait dans la répétition, grâce à la répétition, en tant que pratique pour acquérir un savoir-faire qui consiste précisément à rechercher toujours la même sensation, celle qui advient lorsqu'on crée réellement de la nouveauté. Voilà le sens qu'il y a à répéter une improvisation en jazz.
plus l'on répète la même activité, plus l'on fera sortir de son instrument du différent. La répétition est donc aussi bien dans l'œuvre qu'à l'œuvre dans le jazz, aux divers niveaux de la grille d'accords, de la réexposition des thèmes, de la répétition pour l'entraînement personnel et ou avant les concerts, et surtout du plaisir qu'il y a à refaire encore et encore cette même activité, qui consiste précisément à se renouveler à chaque répétition à partir d'un matériau pourtant contraignant par sa maigreur. Mais en réalité, c'est parce qu'il est chétif, simple schéma indicateur, qu'il permet une grande fécondité et une grande liberté. Il y avait un auteur, je ne sais plus si c'était un philosophe ou un musicologue, qui disait « Il semble qu'en jazz, un musicologue je crois, qui peut formellement le moins, peut mélodiquement le plus ». Formellement le moins, sous-entendu, la grille d'accords.